Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardelly, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Amy Tremblay, travailleuse sociale et coordonnatrice au CRFM. On regarde avec elle comment parler de la BSO avec son enfant, selon son âge. Bonne écoute! Donc, Michel, François! c'est reparti encore pour un peu la finalité de ce gros sujet qui est la blessure de stress opérationnel. Absolument. On est encore accompagné Oui. avec notre amie et collègue Amy Tremblay. Bonjour. Amy. Amy, merci d'être encore avec nous. Dans les épisodes précédents, on a décortiqué qu'est-ce que c'était une BSO, comment ça pouvait se faire observer puis ressentir à la maison. Mais là, on plonge encore plus à la maison. Comment en parler avec les enfants, quoi faire avec ses enfants par rapport à la BSO, puis même en tant que moi, membre qui a une BSO, comment j'en parle moi-même à mon enfant. C'est vers ça qu'on s'en va? Exactement, on va dans le vif du sujet, comment en parler? Exactement. On parle comme ça, on parle de ça comment, Amy? On parle de ça comment? On peut commencer par nommer le fait que y a pas toujours un avant-après de la BSO. Ça, c'est à prendre en compte là, pour la discussion, c'est que il y a des enfants qui n'auront jamais connu leurs parents sans qu'il y ait de BSO. OK, je comprends. Tu vois, j'avais pas vu, j'y aurais pas pensé. Oui, fait qu'on a des enfants que pour eux, ça va être plus dur pour nous en tant que parents ou que proches de voir comment ça affecte mon enfant. C'est quoi qui se passe? Comment qu'il vit ça? Ouais, parce que on va garder le même stéréotype qu'on avait, mais papa, il est pas différent parce que moi, je l'ai toujours connu comme ça. Exactement. Puis moi, ma réalité a toujours été la même. Ma famille est comme ça. J'imagine, par contre, qu'il arrive à un âge où, tu sais, l'enfant voit d'autres familles, voit des différences, puis il se demande c'est-tu normal ou c'est pas normal ce qui se passe dans ma famille, puis l'espèce de ligne. Exactement. C'est à ce moment-là qu'on va voir qu'ils commencent à se poser des questions. Ils sont capables de voir c'est pas partout que je peux pas échapper un crayon par terre, par exemple, pour être dans le stéréotype du choc post-traumatique, là. Ouais. Ils vont se rendre compte qu'il y a des petites différences chez les maisons de leurs amis, à l'école, quand ça se parle. On sait que ça se parle pas mal dans le cours d'école, les enfants. Ouais. Puis après, tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, en même temps, des réalisations comme ça, on a tout au long de notre vie. Dans le sens qu'à un moment donné, tu réalises que toi, ta mère, là, qui en cuisine, là, elle met juste du sel et du poivre, puis t'arrives chez quelqu'un d'autre, puis il mange super épicé, ben c'est une réalité. OK, ma réalité, ce n'est pas la réalité de tout le monde, ou vice-versa, je comprends. C'est difficile quand t'as, je sais pas, 6 ans, 7 ans, que là, tu commences à aller découcher, aller dormir chez des amis, aller souper chez des amis. C'est là que tu te rends compte, c'est lui qui est bizarre, en fait. Lui, son père et sa mère, ils se parlent super bien, ça va super bien, puis son père, il pète pas de coche, puis... Mais là, ça peut amener toutes sortes de drôles de discussions, donc on est mieux de nous-mêmes, à un certain âge, puis on pourra en parler selon les tranches d'âge, de prendre le taureau par les cornes, puis nous-mêmes adresser que il y a des enjeux dans la famille et les voici, tu sais. Absolument. Oui, de dire qu'il y a une différence à la maison, puis de nommer cette différence-là aussi, ça va permettre de amoindrir le fait que l'enfant peut se sentir coupable puis avoir honte. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir coupable? Dans le sens qu'il va arriver à l'extérieur, par exemple, puis son ami, lui, a le droit de faire plein de choses que lui a pas le droit. Tu sais, des choses anodines comme de faire du bruit dans le salon. Mais là, il pourrait se mettre à penser, c'est-tu de ma faute, dans le fond, si papa réagit comme ça? OK. Un sentiment de culpabilité que le comportement observé chez papa est causé par lui. Est causé par l'enfant. Donc, c'est la faute. Dans les yeux de l'enfant, c'est sûr que, OK, je comprends. Il est le personnage principal de sa vie. Exactement. Lui, il a pas encore tu sais, il est pas encore assez développé pour pouvoir faire la distinction des choses. Il rapporte tout à lui. Il rapporte tout à lui, puis ben, il veut aussi trouver une réponse. Fait que pourquoi papa réagit comme ça? La réponse la plus simple, c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose de pas correct. Ben, même chose, naturellement, les enfants vont vers là, par exemple, une séparation, des choses comme ça. Le discours revient vite, puis les enfants se sentent dans le centre de tout ça, puis finalement, ils ne le sont pas du tout. Tu sais. Exactement, ou même croire que la colère est dirigée envers eux. Quand qu'au final, la colère est pas dirigée vers l'enfant, là. Mais ça se peut que l'enfant il pense « Oh, papa est fâché contre moi. Non, mon coco, il est pas fâché contre toi, ton papa. OK. Ben, comment qu'on... Fait que dans le fond, c'est de rassurer l'enfant dans ce cas-là? C'est de rassurer l'enfant. Premièrement, c'est sûr que s'il vient avec des questions, ça va être d'écouter ses questions puis d'y répondre selon l'âge. On va pouvoir revenir à comment discuter un petit peu selon les tranches d'âge. Ça va être aussi de leur donner un espace sûr pour s'exprimer.
Fait que leur laisser l'espace de si envie de qu'on dise chialer, s'exprimer, crier ou sortir cette émotion-là d'eux, de leur laisser l'espace sécuritaire de le faire. Fait que de les laisser aller. Ouais. Juste en étant dans la mesure où est-ce qu'il est pas dangereux pour personne, là, on s'entend. Mais qu'ils soient capables de le nommer. Que ça soit avec grand-maman, grand-papa, avec la conjointe, le conjoint, peu importe, mais qu'il y ait une personne à qui peut parler. Ouais. Un intervenant aussi. Un intervenant aussi. Puis c'est intéressant parce que j'ai pas de difficulté à imaginer, admettons, justement, je sais pas, mon enfant va parler avec son parrain, puis là, le parrain de dire « Ouais, mais ça, j'aimerais mieux pas en parler, là, tu sais, t'en parles avec ton père, là, tu sais. » Quand l'enfant sait très bien qu'il peut peut-être pas nécessairement avec son père, mais c'est de mettre au courant de l'entourage de l'enfant, de hey, si jamais, tu sais, il vous en parle, qu'il vit telle affaire, ben, c'est correct, puis tu sais, de prendre le temps de l'écouter, pas de dire hey, on parle pas de ça en dehors de la maison, ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison, ben, c'est contre-indiqué, finalement. Exactement, puis tu sais, on n'est pas toujours obligé de donner une réponse à l'enfant non plus, la personne peut juste l'écouter. Ouais. Fait que même si elle a pas de réponse, parce que je suis l'oncle, puis je sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas capable de l'expliquer. Mais c'est correct. Il y a peut-être pas besoin de l'explication provenant de toi, parce qu'il veut quand même l'explication finale provenant de son parent. Ouais. Puis, mais parenthèse, je pense qu'on en parlait cette semaine un peu plus tôt. Amy, toi, tu fais aussi de l'accompagnement pour la famille du membre militaire. Tu sais, on parle de plus de la famille éloignée, là, mettons oncle, tante, frère, sœur, cousin, des gens qui voudraient avoir plus d'informations sur c'est quoi une BSO. Puis, je pense que t'en fais, c'est de l'accompagnement comme ça? Oui, j'en fais, puis j'en fais pour tous les niveaux d'âge. Fait que dans le fond, j'essaie d'adapter là, ma manière de l'expliquer, puis je vais venir expliquer c'est quoi ça de manière générale. Ouais, ok, ouais. Fait que c'est quoi la BSO? Si j'ai eu des informations par le membre blessé, ben je vais pouvoir plus personnaliser un petit peu. Okay. Mais sinon, oui, il y a ce service-là qu'on peut faire de l'expliquer, parce que justement... ça se peut que le membre me dise comme ben moi tu sais déjà il faut que je l'explique à l'interne à ma famille proche. C'est trop tu sais l'expliquer à tout le monde tout le temps parce qu'au final il faut toujours le dire à tout le monde tout le temps. C'est lourd d'abord à comme se justifier puis ça vient un peu avec quand même de la honte puis de la difficulté de reconnaissance. Mais oui, se répéter puis à chaque fois retourner dans ce trauma-là aussi là. Ouais, c'est ça. Fait tu sais moi je peux offrir ce service-là de expliquer ben c'est quoi qui se passe. Pour au moins mettre un terme puis un mot sur la situation actuelle. Pis tu sais, des fois, on pense aussi, il y a des enfants qui sont plus gênés, qui parlent pas beaucoup. Fait que comment je fais? Ben, pour offrir un lieu sûr à mon enfant où est-ce qu'il peut s'exprimer, mais il s'exprime pas, mon enfant. Ben, ça peut être par des activités. Est-ce que mon enfant aime beaucoup le bricolage? Ben, encouragez-le à dessiner. À bricoler. Ouais, puis finalement, on a fait un épisode juste là-dessus sur les conversations côte à côte avec les enfants. Donc, on vous invite à aller le réécouter. Ça fait du sens avec ce qu'on parle là. Ouais, exactement. C'est tous des petits outils qu'on pense pas. Sinon, mais c'est quand même de le nommer. Juste de nommer que le comportement a rien à voir avec le comportement qui vient de créer l'enfant. Dans le fond, que l'enfant n'est pas le responsable de la réaction de son parent. C'est quand même important de le nommer. Parce que je pense que on parle, dans le jargon, mettons en intervention, on parle beaucoup de parentification. Est-ce que, je sais que c'est un principe qu'on voit beaucoup avec des contextes de BSO. Est-ce que tu voudrais expliquer un peu c'est quoi ce principe-là de la parentification d'un enfant? Oui, la parentification, c'est quand on va voir que l'enfant va vouloir prendre soin de son parent. Fait qu'on vient un petit peu échanger les rôles. Vu que l'enfant voit que son parent, ben s'il fait telle affaire, son parent va réagir, qu'il a pas de l'air bien, qu'il a de l'air triste, ben l'enfant va comme s'arranger pour prendre soin de son parent. Fait que soit qu'il va pas faire les choses, mais ça va aller encore plus loin. C'est qu'il va s'occuper des choses à la place de son parent. T'as-tu comme des petits exemples, on dirait que... Ben, par exemple, son parent, il dit « Hey, viens, on s'en va à l'épicerie », mais il se rend compte « Hey, mon parent, c'est dur à aller à l'épicerie, là. Tu sais, mettons, là, on parle d'un enfant un peu plus vieux, là, qui serait capable de rentrer seul, puis qui va dire « Ben, papa, je vais aller l'acheter. » Fait qu'il va aller acheter la petite chose qu'il avait besoin d'acheter à l'épicerie au lieu de laisser son parent le faire. Mais c'est pas être serviable, ça? C'est être serviable dans une certaine mesure, mais là, en même temps, on est dans un contexte où est-ce que le parent est allé par lui-même, qui y allait, peut-être que ça y prendrait plus de temps. Mais l'enfant va pas calculer que papa, ça se peut que ça lui prenne 10 minutes assis en avant du métro pour rentrer dedans. Lui, ça va être « Oh, pas capable, moi y aller. » Tu sais, fait comme... Puis autant que... Force est d'admettre que, mettons, à l'âge adulte,
un enfant, ça développe des belles qualités dans le sens, ça c'est un enfant qui est empathique. Absolument. C'est des super qualités, mais pour l'instant, quand mon enfant est encore un enfant, c'est pas sa job. C'est pas sa job. Puis tu sais, ça peut aller plus loin, ça peut être jusqu'à faire le repas pour son parent. Mm-hmm. Il va dire, papa, il aime pas ça quand c'est trop chaud, quand ça cuit trop, ça lui rappelle un incendie qu'il a vécu, fait que je vais faire à manger tout le temps à sa place. Ok, ouais. Ou de pas proposer des sorties parce qu'on sait déjà que, moi, j'aimerais ça aller au glissado, mais je sais que si j'en parle, mon parent, il pourra pas y aller, fait que ça va créer une situation de malaise, fait que j'en parlerai pas. Mon parent va être stressé, il va se forcer, mais pourquoi? Je veux pas qu'il se sente mal, fait que je veux pas qu'il vienne pour moi, puis que là, il se sente mal toute la journée, fait que là, je vais pas vouloir y aller. Ça va penser comme ça, puis aussi vite que le début de voix que j'ai pensé, ça va aller vite dans leur tête, là. Fait qu'ils veulent protéger le parent. Ils veulent protéger le parent. Puis ça peut paraître de tout plein de manières. Ouais. Mm-hmm. Puis tu sais, même si, heureusement ou malheureusement, en fait, c'est que nos enfants, c'est nous les capitaines du bateau. On est les parents de cet enfant-là, c'est quand même nous qui va leader le bateau. Ça se peut que le capitaine, il prenne plus de temps pour prendre ses décisions, c'est correct. Ça se peut qu'il décide de pas sortir du port parce qu'il y a peut-être un peu trop de vent, mais éventuellement, c'est le capitaine qui va chauffer le bateau. Là. Piloter, chauffer. C'est ouais. Fait que c'est comme ça, dans le fond, qu'on sort de peut-être des patterns de parentification, c'est de rassurer l'enfant, comme tu disais, au niveau de la culpabilité, puis de rassurer l'enfant, faire comme « Hey, non, c'est correct. Moi, je suis là. Je suis capable d'intervenir. Puis je vais... Fais-moi confiance, tout ça. » C'est comme ça qu'on réconforte son enfant par rapport à ça. Moi, je trouve que ça, c'est un... Tu sais, je veux dire, les enfants voient leurs parents comme « mon père, c'est le plus fort. » Fait tu sais, même si le papa, il dit « Hey, sais-tu quoi, Pinot? Je vais aller à l'épicerie, mais je vais juste y aller à 6 heures, il va y avoir moins de monde. » Je sais bien correct, inquiète-toi pas avec ça. Je pense qu'on peut même aller plus loin en disant « Papa prend soin de lui-même. » Ouais. Papa, il fait les efforts, ou maman fait les efforts, ou on est une équipe. Papa, maman, papa, peu importe. On est une équipe ensemble. Ouais. Puis on est là pour toi. Puis on avance. Inquiète-toi pas. Même si on se sépare. Même si on se sépare. Même si on est séparés, tu peux être une équipe parentale quand même, puis rassurer ton enfant là-dedans. Exactement. Moi, je dis souvent aussi aux parents en bureau, les enfants, on va leur garder les sujets d'enfants. Les sujets d'adultes, ça les regarde pas, pis c'est trop complexe pour leur petit cerveau d'enfant, tu sais. Dans toutes sortes de sujets, des fois, j'explique aux parents, la première fois qu'on est peut-être confronté à la mort quand on est enfant, c'est peut-être un chien de notre famille qui est décédé, c'est peut-être un grand-parent, puis l'enfant, il veut pas connaître l'entièreté du système ou l'entièreté de c'est quoi la vie, c'est quoi la mort. L'enfant, il veut juste savoir, grand-maman, vas-tu être là à Noël? Non, mon grand pourra pas être là à Noël avec nous. Grand-maman est décédée. Elle ne reviendra pas. Ah, OK. On n'est pas obligé de savoir, la grand-maman avait vraiment un gros cancer du poumon parce qu'elle fumait beaucoup de cigarettes depuis tellement longtemps, tu sais. Ouais, je comprends. L'enfant veut juste savoir, grand-maman, vas-tu être là à Noël ou pas? Il y a une version enfant. Ouais. Une version censurée un peu d'une action puis d'un événement. Puis je pense que c'est un peu la même chose qu'on essaie de mettre en place pour la BSO. Oui, on donne les informations que l'enfant vient chercher. S'il y a d'autres questions, il va demander. Ouais. Tu sais, s'il y avait une autre question, ta grand-mère dirait « OK, c'est quoi décéder? » Ouais. Et puis on répond à sa question. On répond à la question. Tu sais, fait qu'il va la poser la question s'il l'a. Des fois, on n'est pas prêt. Parce que je me souviens qu'on a eu des dossiers ensemble. Puis là, là, on avertit les parents. Ça se peut, madame, monsieur, que vos enfants, il y a des questions après notre discussion ensemble, lui et moi. Puis ça se peut qu'ils vous arrivent avec ces questions-là. Puis est-ce qu'on est obligé de répondre? Comment, en tant que parent, mettons? En tant que parent, ça peut être bien, par contre, de nommer si on n'est pas prêt. Tant qu'à répondre un peu n'importe quoi, je comprends. On est mieux d'être honnête puis de lui dire comme « Je vais te revenir. » Comme un examen trop difficile, là, si la question est trop difficile, on y revient. Je vais revenir à ta question. Pour l'instant, je peux pas te répondre, mais je vais y revenir. C'est une question d'honnêteté, dans le fond, là. Ben oui, pour au final, à la place de raconter c'est parce que papa, là, il y a des bébites dans sa tête, là, pis il voit plein d'affaires. Ouais, je comprends. Là, c'est une explication qui est un peu compliquée après ça. Moi, j'en ai-tu des bébites dans ma tête? C'est-tu contagieux? Ça s'attrape-tu? Ouais, c'est ça. Ça devient compliqué rapidement, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est vrai, si on n'a pas la réponse sais-tu quoi, mon homme? Je le sais pas. Papa, il va-tu être mieux la semaine prochaine? Je le sais pas, Minou. Ouais. Tu sais, puis c'est correct d'être honnête. Puis après,
si on regarde une couple d'années en âge, on tombe peut-être en début d'adolescence. Là, je sais pas c'est quoi les tranches d'âge identifiées clairement selon les études, mettons. Là. Selon les études, on est de 1 à 5 ans, de 5 ans à 11 ans, Ouais. de 11 à 14, puis de 14 à 18 ans. Puis qu'est-ce qu'il y a de différent, mettons, dans ces tranches d'âge-là? C'est la manière dont on peut adresser, selon l'âge, la BSO? C'est selon le développement de l'enfant, ce qu'il serait capable d'accueillir, dans le fond. OK. Mettons, développement de l'enfant, on parle autant physique que psychologique. Là. Oui, c'est un peu émotionnel même. OK, ouais. Tu sais, la compréhension, qu'est-ce qu'on va en faire? Un peu comme à l'école. On commence pas avec des grosses compréhensions de lecture en première année. Tu sais, ça va venir en secondaire 5, la plus difficile. Fait que c'est un petit peu selon le même rythme. On va ajouter des détails à l'histoire, mais eux aussi, ils vont avoir plus de questions selon l'âge. Ouais. Ça va venir de manière naturelle. J'aime ça, on va ajouter des détails à l'histoire. Tu sais, c'est... Ouais. On reste tout le temps sur la même trame d'honnêteté, puis de qu'est-ce que c'est au meilleur que je suis capable de le donner aussi. Puis ensuite, c'est d'ajouter à ça. C'est pas de rajouter des layers, c'est pas de rajouter des filtres de mensonges ou peu importe, c'est de rester honnête dans une situation pure puis de construire par-dessus, tu sais. Vraiment, puis tu sais, c'est parce que dans le cas de la BSO, ce qui est important aussi pour pouvoir, tu sais, développer une belle unité familiale et tout ça, c'est que il faut maintenir la communication tout au long que notre enfant va grandir. Puis ça, c'est parce que on peut pas attendre le rétablissement. Ouais. Parce que comme on l'avait déjà dit dans les autres émissions, on le sait pas, il va être quand. Ouais. Fait oui, il y a pas une date. Il y a pas une date de fin je comprends. de mon coude va être rétabli, on va m'enlever mon plâtre et tout va bien aller. Ouais, c'est ça. On le sait pas. C'est un peu se mettre la tête dans le sable si on attend la date de fin de ce... Ouais, on va en parler quand ça ira mieux, on y en parlera là, mais là pour tout de suite c'est trop, tu sais. Oui, mais ça est-ce que peut-être que ça ira pas mieux. Peut-être. C'est possible aussi, tu sais. C'est possible, mais ça enlève pas que ça peut être difficile pour nous, la personne qui a la blessure, d'en parler parce que justement on n'est pas rétabli. Ouais. Puis toi, avec justement les militaires qui ont une BSO, je pense que dans l'accompagnement que tu fais avec eux aussi, parfois c'est de dire ben à votre enfant, c'est à vous de lui en parler aussi si vous êtes capable. Oui, exactement. Tu sais, je vais guider, c'est quand qu'il y a dans le fond des suivis, parce que c'est sûr que quand on m'apporte un enfant, qu'on me dit, moi, j'ai une BSO, j'ai besoin que tu le suis, ben, souvent, ça va tourner vers une sorte de suivi familial. Ouais. Parce que vu qu'on a besoin d'aider un enfant pour une problématique qui ne lui appartient pas. Ouais. Tu sais, qui vit à la maison, mais c'est pas lui qui a la blessure socio-opérationnelle, ben, souvent, on va avoir plus de communication avec le parent. Puis à ce moment-là, ben j'ai pas le choix de lui dire, tu sais, il y a des choses que moi je peux pas lui expliquer. Puis on dirait que est-ce que d'expliquer la BSO à un enfant, c'est d'excuser le comportement du parent? Non, on vient l'expliquer. Fait qu'on donne vraiment une explication, on explique la réaction, le comportement, mais ça viendra jamais excuser. Par exemple, qu'un parent a un geste violent, on vient pas excuser le geste violent. OK, je comprends. On va venir expliquer, ça provient de... on va l'expliquer dans le but que l'enfant comprenne que c'est pas de sa faute. Ben oui, c'est ça. OK. Faut éviter les phrases comme « Ben là, tu le sais qu'il faut pas que tu fasses de bruit au-dessus de la chambre, là. » Ouais. Ça, c'est tout le contraire, finalement. On vient l'accuser d'avoir fait un comportement puis d'avoir déclenché son parent. L'objectif, c'est pas ça, c'est on va venir l'expliquer si l'enfant comprend pas, parce que peut-être qu'il a fait du bruit parce qu'il comprenait pas puis que c'était un enfant. Puis là, ben, il se sent pas bien parce que son parent a vraiment réagi fortement. Ben, on va venir expliquer. Voir si l'enfant avait bien compris, mais surtout, on veut voir s'il a compris, mais aussi comment il se sent là-dedans. Tu sais, comme on disait au début, il faut valider comment il se sent, faut qu'il se sente safe, de dire, ben, en ce moment, je suis fâchée après mon parent. Parce qu'il a le droit d'être fâché, même nous, comme parents, conjoints, ça se peut qu'on soit fâché contre la personne, même si on le sait que ça vient de la BSO. Fait que l'enfant aussi doit avoir cette liberté-là de dire, ben, en ce moment, je suis fâché. Je veux rien savoir des explications. Puis aussi, ça serait sensible de, tu sais, le parent lui-même qui a une BSO de dire, excuse-moi, Minou, papa, il a parlé fort un peu. Tu sais, on demande aux enfants de s'excuser entre eux, là. Excuse-moi d'avoir volé ton bloc, mais tu sais, en tant que parent, faut donner l'exemple aussi. Si on pète une coche après notre enfant, puis peut-être qu'on a sacré après,
peut-être qu'on a crié, hurlé dans la maison, ça serait juste fair et naturel de nous-mêmes aller s'excuser. Puis de faire attention de dire papa il a fait ça, mais fallait pas trop que tu fasses de bruit, puis tu le sais. Ouais. Bon, Oui. c'est ça, tu sais, faut se limiter dans nos explications aussi. Oui, exactement. On peut revenir faire quand le moment devient plus calme. Parce que, tu sais, oui, il y a des périodes où est-ce que ça va être plus difficile, où est-ce qu'on va avoir des réactions, mais à un moment donné, comme l'expression « tout ce qui monte redescend Ouais. là, ben, ce sentiment-là aussi, à un moment donné, il va redescendre. Fait que dans ce moment calme-là, où est-ce qu'on est disponible, ben, c'est important d'aller dire « oh, j'ai réagi comme ça », puis tu sais, tu comprends-tu pour qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, voir pour y expliquer, j'ai-tu besoin d'y réexpliquer c'est quoi la BSO. Ouais. Puis comme tu dis, François, faut pas venir accuser, ben c'est parce que tu le sais. Ouais. Papa est comme Ouais. malade. T'sais, non, c'est pas comme Tu le sais que je suis pas patient. Ouais, Tu c'est sais, ça. bof, là. Moyen comme Ouais. excuse. Non, c'est ça. Ouais. Ok. Puis, il y a le principe aussi, on en discutait, les enfants, les comportements, ça se peut ce qu'on remarque avec les enfants, c'est qu'ils vont copier certains comportements. Oui, mais les enfants, c'est des éponges. Hein. Peu importe dans quel contexte familial qu'ils grandissent, ils vont imiter les parents un jour ou l'autre. OK. Fait que des fois, on peut voir que notre enfant, je comprends pas pourquoi, mais quand il y a des bruits dehors, quand on entend des feux d'artifice, il est rendu qu'il se cache en dessous de la table. Il veut plus aller dans des foules. Il veut plus aller dans les Il foules. veut plus sortir de la maison. Il veut plus parler aux inquiets. Tu sais, en avant d'une classe. OK. Il devient hyper anxieux. Ouais. Tous des comportements à voir. Est-ce qu'il fait qu'est-ce que je fais? Ouais. Dans les différents dossiers qu'on a eus, dans l'expérience qu'on a, puis dans ce qu'on voit dans les recherches aussi, c'est qu'il y en a beaucoup que ça va juste être acquis comme comportement. Ça sera pas inné, ça va être ce que j'ai tellement observé longtemps, ben moi aussi je vais devenir comme ça, puis je vais me mouler à ce que je vois. Oui, puis ça commence à sortir de plus en plus dans les études. Les études sont pas encore, tu sais, il y en a pas encore plusieurs, mais il y en a quelques-unes qui montrent, tu sais, un peu le trauma intergénérationnel. Ben oui. Ouais, c'est ok. ça qui commence à ressortir, c'est pas encore sorti partout, mais il y a une étude d'un institut de choc post-traumatique qui montre que les enfants, ben, recopient certains symptômes de la BSO de Ben leurs parents. Ils copient les symptômes sans voir Exact. le déclencheur. eux autres. Ils n'auront jamais vécu l'événement traumatique. Ouais. Puis ça revient au même principe que tout intervenant qui entend parler des gens de leur traumatisme toute la journée. On peut développer, même sans savoir le traumatisme en tant que tel, on vient à développer des habitudes au cas où, pour aucune raison. Ouais, c'est ça, je comprends. Puis est-ce que, tu sais, j'imagine plus l'enfant vieillit, plus on peut être honnête avec nos enfants. On parle j'ai un ado de 11 à 14 ans, exemple. Est-ce qu'il y a un moment dans la progression où on doit expliquer qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui était mon déclencheur à l'origine quand j'étais en opération, ou ça appartient pas à nos enfants, jamais? Ça l'appartient pas jamais à nos enfants, comme ça l'appartiendrait pas non plus à notre partenaire. Parce que l'événement exact, il peut être expliqué comme j'étais dans les forces, j'étais en mission, puis j'ai vu des choses qui m'ont fait peur, puis qui m'ont rendu triste. Puis, tu sais, limite avec l'âge, on peut dire que c'était intense, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Écoute, c'était épouvantable. Tu sais, on peut ajouter des détails comme ça sans rentrer dans le ben, il y avait telle personne, telle chose qui est arrivée, puis là, on n'est pas obligé d'aller là-dedans. Dans le détail exact de qu'est-ce qu'on a vu, j'ai trouvé une personne. Tu sais, non. Ouais. Okay. Puis, j'ai l'impression, j'essaie de me projeter, puis ce bout-là, il est peut-être plus facile un peu de parler avec, justement, un jeune ado, puis on a l'impression qu'il comprend davantage, puis il est capable de faire un petit bout de chemin. Par contre, un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, par moment, on trouve pas les mots pour les enfants. Tu sais, là, je vais t'apporter ici des outils, là, justement, comment expliquer une blessure de stress opérationnel ou un traumatisme à un enfant. Je sais pas précisément le livre que t'as. Ouais. C'est un petit livre qui a été fait par la Légion. Puis dans le fond, c'est un livre qui vient dire les choses sont différentes. Fait que c'est avec peu de mots qu'on va expliquer à un enfant qu'est-ce qui se passe. Le but, c'est d'avoir le moins de détails possible, mais de relier à quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Ouais. Fait que comme dans le livre, on compare la blessure à un toutou qui est usé puis que maman a le recollé plusieurs fois. Mais le toutou, il l'aime encore finalement, l'enfant.
oui, le toutou, l'enfant, il l'aime encore, puis il peut encore l'utiliser. Ouais. Il est encore fonctionnel, il est pas brisé, puis on doit le jeter. Il fait encore sa job de toutou, de réconfort puis de support émotionnel, même si il peut être magané. Même s'il y a des blessures, puis dans le livre, il y a une coupe de plaster dessus. Ouais, je le vois, là, ouais. Et puis ça, c'est disponible en ligne, ouais. Ça, il est disponible en ligne, mais Okay. on en a aussi des copies, là, qu'on peut prêter aux familles, aux besoins. Sinon, on va le mettre en lien dans les commentaires là, du podcast. Oui. Tu sais, tu parlais tantôt les jeunes ados, 11-14 ans, cette tranche-là, la chose qui va être plus précise dans cette tranche-là, c'est que souvent, ben, ils vont avoir commencé à avoir la stigmatisation. OK. Explique-moi. Dans le fond, il va commencer à avoir des croyances puis sur la santé mentale en général. Hein. C'est souvent à cet âge-là qu'on commence à plus parler de santé mentale. Mm-hmm. Fait que c'est là qu'ils vont se parler à l'école, mais sur des sujets plus difficiles. Ouais. Fait que là, ils vont se faire des idées préconçues sur notre situation. Puis justement, dans les films, tu sais, comme tantôt on disait dans une autre émission, on disait dans les films, c'est mis de telle manière, les parents explosent et tout ça. Tu sais, c'est ça qui devient ça serait-tu ça qui serait censé être vrai? Ok, ouais, je comprends. Fait qu'il va falloir un peu déconstruire ces croyances-là pour les remettre à la réalité actuelle de la famille. À la situation. Puis pas juste tomber dans les stéréotypes qu'on voit puis qu'on connaît. Exactement. J'ai vraiment l'image en tête, justement, une gang d'amis, là, une gang de petits gars, pis ils disent « Hey, toi, ton père, c'est un esti de fou! » Pis ben, moi, ça reste que c'est mon père, pis moi, c'est ma réalité à moi, mais hey, tout le monde a l'air de le trouver comme c'est un bougonneux, c'est un crieux, il est pas patient, pis il veut jamais qu'on vienne jouer au PlayStation dans la maison. Fait que là, moi, c'est ma réalité, puis je le vis tous les jours, mais là, je suis stigmatisé en raison de mon parent. T'sais. Oui, et puis je vais me mettre à internaliser « Ah, mon père, c'est fou! » C'est vrai que c'est un fou. Ouais, ok, ouais, je comprends. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité, tu sais, mais c'est des mots qui vont être dits crus comme ça dans le cours d'école, puis ça, on peut pas les changer, on n'a pas d'influence là-dessus. Fait que c'est pour ça que c'est important de venir briser ça. C'est de là aussi que c'est important d'avoir quand même cette conversation-là depuis un moment avec nos enfants. Que lui est capable de répondre aussi. Oui, parce que, tu sais, qu'on parle des enfants de 5 à 11 ans, l'important, c'est de nommer les émotions de plus en plus. De mettre des vrais termes. Puis d'expliquer c'est quoi la santé mentale, que tout le monde a une santé mentale et que tout le monde a une santé physique, mais que la nôtre est affectée présentement. Ben, tu sais, je l'ai vu dans des dossiers, moi, en accompagnant un enfant et que le parent, lui aussi, se faisait accompagner et que là, wow, les discours de part et d'autre commençaient à être beaucoup plus fluides puis beaucoup plus relax parce que les deux recevaient de l'aide puis les deux étaient de plus en plus capables de parler leurs émotions puis de se comprendre dans l'émotion nommée. Puis vu que le parent met cet exemple-là, comme tu disais, François, tantôt, ben l'enfant il est capable de recopier puis d'être autant une éponge pour les mauvais comportements que les bons. Exactement. Ben oui, puis tu sais, on avait une formation au niveau de l'intervention auprès des hommes il y a pas longtemps, puis la personne, elle disait, surtout les hommes, on est vraiment poche au niveau de nos émotions parce que c'est, bon, culturellement, socialement. Puis elle dit, souvent, là, les hommes, là, les 3 émotions qu'on connaît, c'est content, en crise, en tabarnak. Fait que si c'est tout ce que j'ai dans ma petite poche arrière pour exprimer comment je me sens, ben ça se peut que j'ai l'air d'un péteux de coche pis d'un bougonneux, tu sais. Fait que le travail individuel, ben il recommence au bas de l'échelle aussi pour certains hommes, entre autres. Là. Ben oui, puis plus qu'on va montrer nos émotions puis qu'on va les nommer, plus que notre enfant va être capable de les nommer. Ben exactement. Ben oui, parce qu'on a dit que c'était des éponges tantôt. Exact. Puis tu sais, je pense que t'as mentionné souvent, là, mais Amy, ça reste que la BSO, c'est un processus. Oui. C'est de passer à travers ce processus-là, puis c'est cyclique parfois, il y a des choses qui vont avancer, des fois on va reculer un petit peu, puis c'est de continuer. C'est de respecter nos limites envers nos enfants aussi, de respecter nos limites dans qu'est-ce qu'on est capable de nommer, de s'accompagner. Okay. On dit aussi la personne que la blessure peut être accompagnée d'une personne de confiance. Que ça soit pour parler avec son enfant, pour aller faire quelque chose. C'est important d'être entouré. Tu sais, on parle beaucoup des impacts que ça peut avoir chez un enfant. Mais il y a des impacts positifs aussi. Oui, François, t'en as fait allusion tantôt. Amy, tu veux tout nous l'expliquer un peu plus? Oui, ben comme François disait tantôt, tu sais, on va voir des enfants avec plus d'empathie, on va avoir des enfants qui ont une plus grande compassion, de la résilience, le fameux mot, la résilience. Mais même si on est tanné de l'entendre, c'est vrai. La résilience, ça se développe, puis ça se forge, puis on est porté à la forger plus rapidement quand on vit une situation un peu plus complexe. On va avoir aussi plus d'aisance à poser des questions à l'extérieur de la maison, tu sais, comprendre les choses parce qu'ils sont apportés à comprendre.
plus de curiosité dans ça. Plus de curiosité. Ouais. Ils pourraient parler plus facilement aussi de santé mentale. Ouais. C'est moins tabou, c'est plus ouvert. Ça devient pas une surprise, justement, quand on rentre dans la préadolescence de « Oh! » Je vis des émotions, c'est quoi tout ça? Ben, si j'en ai déjà parlé un peu, puis à la maison, on en parle des émotions. Mais oui, c'est normal pour eux de parler des émotions, c'est super. C'est souvent quelque chose qu'on va travailler avec les jeunes, de parler des émotions. Ouais. Mais eux, ils ont une longueur d'avance à ce niveau-là, quand Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai fait une formation en Ontario à l'automne. Ouais. Puis des collègues intervenants d'autres villes, dans le fond, là, qui travaillaient dans des CRFM aussi, avaient eu des papas avec un passé militaire et des blessures de stress opérationnel. Puis, dans le fond, ça fait des très bons intervenants parce qu'ils sont très portés à être empathiques puis à reconnaître les émotions, à être habiles de les utiliser et d'en parler, tu sais. Ils découvrent plus rapidement leurs forces. Ouais, aussi. Ouais. Tout ce qui est inné en eux va ressortir rapidement. Ils vont être, on va souvent dire, je vois ça souvent, ils sont donc matures. Ouais. Ils sont jeunes, Ouais. là, ils ont 8 ans, puis ils sont matures. Ouais. Puis encore une fois, c'est un genre de couteau à double tranchant. Exactement. Ouais. Faut faire attention parce est-ce qu'ils sont matures dans leur façon de réfléchir ou est-ce qu'ils sont en train d'être parentifiés? Ouais. C'est Parentalisé. quel mot? Parentalisé? Parentifié. Parentifié? Parentifié. Ah, t'es en train d'être parentifié? Mais sur cet apprentissage de mots, Amy, merci beaucoup pour ces plaisir, capsules. merci de l'invitation. Si jamais les parents ou les gens ont des questions, ils peuvent se référer au CRFM puis te parler à toi directement. Exactement. Sinon, on va les référer vers les bonnes places. François, toujours un plaisir. Merci à tous, à toutes. Ah ouais. Et bonne journée. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!